Ma mère a exigé 15 000 € pour le mariage de rêve de ma sœur. J'ai refusé net. Elle a donc forcé mon bureau et volé ma carte, mais une chose l'a fait échouer. Le lendemain, ma sœur m'a appelé en larmes, suppliant mon aide. C'est une histoire de manipulation familiale, de trahison financière et d'une justice que personne, surtout pas elle, n'avait vu venir. Avant de plonger dans les détails de cette semaine qui a changé ma vie pour toujours, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est parti. Je m'appelle Coralie, j'ai 25 ans. Pour la plupart des gens, c'est l'âge des possibilités, des débuts. Pour moi, c'était l'âge de la première brique. Pas au sens figuré. Littéralement. Architecte dans un petit cabinet à Lyon, ma plus grande fierté était le plan d'une maison que je venais de finaliser, un projet sur lequel j'avais passé des nuits blanches. Ma vie était comme ce plan, ordonnée, chaque ligne à sa place, construite avec patience et effort. Mon petit appartement sur les pentes de la Croix-Rousse était mon sanctuaire, un espace où le chaos du monde, et surtout de ma famille, ne pouvait pas entrer. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ce jeudi soir-là, la sonnette a retenti. C'était ma mère, Martine. Elle n'avait pas besoin de sonner, elle avait encore un double des clés, une négligence de ma part que j'allais bientôt amèrement regretter. La voir sur mon paillasson était toujours un présage. Ma mère ne se déplaçait jamais sans raison, et ses raisons étaient rarement désintéressées. Elle est entrée, ses yeux balayant mon salon avec cette expression que je connaissais trop bien. Un mélange de critique et de pitié déguisée. « Oh, c'est épuré, chez toi », a-t-elle lancé, en posant son sac à main sur ma table basse en chêne massif. Dans son langage, épuré voulait dire pauvre. C'est bien, de ne pas se soucier d'impressionner les gens. Chaque mot était une petite pique. J'ai toujours été l'enfant, raisonnable, la sérieuse. Celle qui a cumulé 2 jobs étudiants pour payer ses études pendant que ma petite sœur, Manon, la princesse, recevait une voiture pour ses 18 ans. J'étais le pilier, celle qui réparait. Manon était la façade, celle qu'il fallait faire briller. Martine s'est assise sur mon canapé, le dos droit, comme une reine s'adressant à une servante. Elle n'a pas tourné autour du pot très longtemps. Coralie, nous devons parler du mariage de Manon. Mon estomac s'est noué. Le lieu qu'elle veut dans le Beaujolais coûte une fortune. Le traiteur, les fleurs, tout s'additionne. Elle a fait une pause dramatique, me fixant de ses yeux perçants. Elle a besoin de 15 000 €. Et tu vas les lui donner. Ce n'était pas une question. C'était une proclamation. Le silence qui a suivi était assourdissant. 15 000 €. C'était le chiffre exact qui s'affichait sur mon compte épargne. 3 ans de travail acharné, de repas sautés, de vacances reportées, de sacrifices silencieux. C'était mon fonds d'urgence, mon apport pour un futur achat immobilier, mon filet de sécurité. Maman, ai-je commencé, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. C'est tout ce que j'ai. C'est l'intégralité de mes économies. Son visage n'a pas scié. Elle a sorti l'artillerie lourde, celle de la culpabilité. Tu veux que ta sœur soit humiliée? Qu'elle commence sa vie de femme mariée avec des dettes, ou pire, avec un mariage au rabais? Tu imagines ce que la famille de Bastien va penser? Que nous sommes des gens sans moyens? Ta sœur est fragile, Coralie. Un tel stress pourrait la rendre malade. Et puis, le coup de grâce. Ton grand-père Auguste aurait eu honte. Il aurait eu honte de voir à quel point tu es devenu égoïste. Cette phrase m'a transpercé le cœur. Papy Auguste était mon ancre, mon confident. Il était le seul à avoir vu au-delà des apparences, à m'avoir encouragé dans mes études, à m'avoir dit qu'il était fier de moi. L'utiliser contre moi était une tactique d'une cruauté sans nom. Une vague de fatigue m'a envahi. Ce n'était pas la première fois. C'était juste la demande la plus exorbitante. Je me suis souvenu de toutes les autres fois. L'argent que j'avais prêté pour ses dettes de carte de crédit, jamais remboursé. Le financement des réparations de la voiture de Manon après un accident dont elle était responsable. J'étais la banque familiale, celle qui n'exigeait jamais d'intérêt. Non, ai-je dit, et le mot est sorti, clair et ferme, me surprenant moi-même.
Non, maman. Je ne le ferai pas. Le visage de ma mère s'est transformé. Le masque de la mère inquiète est tombé pour révéler une fureur glaciale. Tu feras ce que je te dis, Coralie. Ne l'oublie jamais. Tu nous dois bien ça. Elle s'est levée, a récupéré son sac et s'est dirigée vers la porte. Avant de partir, elle s'est retournée, son regard plein d'une promesse menaçante. Tu vas le regretter. Profondément. Elle est partie, me laissant seule avec le poids de ses mots. Mais ce n'était pas la culpabilité qui m'envahissait, c'était une certitude froide et dure, la bataille ne faisait que commencer. Les 2 jours qui ont suivi ont été d'un calme étrange, un silence radio tendu qui ne présageait rien de bon. Je m'attendais à un barrage de textos de Manon, plein de reproches et de larmes de crocodile, ou à un autre sermon de ma mère. Mais rien. Ce silence était plus angoissant qu'une dispute ouverte. J'essayais de me concentrer sur mon travail, de me perdre dans les lignes épurées de mes plans, mais une anxiété sourde persistait, comme un bruit de fond désagréable. Le samedi matin, alors que je sirotais mon café en pyjama, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas immédiatement. Madame Jeannette, une amie de longue date de ma mère, une femme douce et discrète que j'avais toujours appréciée. Coralie, ma chérie, pardon de te déranger si tôt, a-t-elle commencé, sa voix hésitante. J'espère que je ne suis pas indiscrète. Ta mère m'a appelé hier. Elle m'a parlé de tes difficultés. J'ai froncé les sourcils. Mes difficultés? Je ne suis pas sûre de comprendre, Madame Jeannette. Oh, eh bien. Martine m'a expliqué que tu avais des problèmes avec ton propriétaire, que tu risquais l'expulsion si tu ne payais pas une grosse somme rapidement. Elle était si inquiète pour toi. Elle m'a demandé si je pouvais lui prêter 5 000 € pour t'aider en urgence. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Le café dans ma tasse est devenu amer dans ma bouche. Elles avaient osé. Non seulement elles voulaient mon argent, mais maintenant, elles utilisaient mon nom, inventaient des malheurs pour extorquer de l'argent à des amis de la famille. C'était un tout autre niveau de bassesse. Madame Jeannette, ai-je dit, m'efforçant de garder ma voix calme. Ce que ma mère vous a dit est un mensonge. Un mensonge complet. Je n'ai aucun problème avec mon propriétaire. S'il vous plaît, ne lui donnez rien. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, puis un soupir attristé. Oh, mon Dieu. Je m'en doutais un peu. C'est pour ça que j'ai préféré t'appeler directement. Je suis tellement désolée, Coralie. J'ai raccroché, tremblante de rage et d'humiliation. Elle salissait mon nom, me faisait passer pour une irresponsable incapable de gérer sa vie. J'ai composé le numéro de ma mère sans réfléchir. Elle a décroché à la 2e sonnerie, sa voix faussement enjouée. Coralie. Quelle surprise. Maman, pourquoi as-tu menti à Madame Jeannette? Pourquoi lui as-tu dit que j'allais être expulsée? Le ton enjoué a disparu, remplacé par une froideur défensive. Oh, ne sois pas si dramatique. J'essayais juste de trouver une solution pour tout le monde. Je savais que ton orgueil t'empêcherait de demander de l'aide, alors je l'ai fait pour toi. Tu devrais me remercier. Me remercier? Pour avoir menti et tenté de manipuler une de ses amies? L'audace était sidérante. Je ne te remercie pas, maman. J'ai honte. C'est fini. N'essaie plus rien. Alors que la colère bouillonnait en moi, une image m'est venue à l'esprit, claire comme de l'eau de roche. Un souvenir d'un après-midi d'été dans le jardin de mon grand-père. J'avais peut-être 15 ans. Nous jouions aux échecs, un jeu qu'il m'avait appris avec une patience infinie. Ce jour-là, ma mère venait de partir après une énième dispute au sujet de l'argent. Papy Auguste avait suivi sa voiture du regard, un air pensif sur le visage. Il s'était tourné vers moi et avait dit, en déplaçant son fou, dans la vie, Coralie, il y a des gens qui ne savent que prendre. Des pions, des cavaliers, des tours. Ils pensent que le plateau de jeu leur appartient. Tu dois apprendre à protéger ton roi. Il avait apporté la pièce la plus importante. Ta mère, c'est une reine puissante. Elle se déplace dans toutes les directions. Mais parfois, elle oublie sur quel échiquier elle joue. Et elle oublie que chaque pièce a de la valeur. Surtout les pions qui avancent lentement mais sûrement.
À l'époque, ces paroles m'avaient semblé poétiques et un peu tristes. Maintenant, elles prenaient un sens terrifiant de clarté. Il avait tout vu. Il avait compris la dynamique de notre famille bien avant moi. Il avait vu la reine prête à sacrifier n'importe quelle pièce pour sa propre gloire. En raccrochant, je tremblais de rage. Elles n'avaient pas seulement essayé de voler de l'argent. Elles avaient essayé de voler ma dignité. Et je savais que ce n'était qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. La semaine de travail qui a suivi a été un supplice. Chaque email, chaque appel téléphonique me faisait sursauter. Je vivais dans un état de paranoïa constant, vérifiant mon application bancaire 10 fois par jour, m'assurant que tout était en ordre. J'ai même envisagé de changer les serrures, mais une petite partie de moi, naïve et pleine d'espoir, se disait qu'elle n'oserait pas. Qu'il y avait une limite, une ligne rouge morale qu'elle ne franchirait pas. Quelle idiote j'ai été. Le vendredi matin, je me suis réveillée avant mon réveil. Non pas à cause d'un bruit, mais à cause des vibrations incessantes de mon téléphone sur la table de chevet. Il vibrait comme s'il avait une crise d'épilepsie. J'ai tendu la main, les yeux encore embués de sommeil, et j'ai vu l'écran. 3 appels manqués. 2 messages. Tous du même numéro, service anti-fraude de ma banque. Une boule de glace s'est formée dans mon estomac. Le sommeil s'est évaporé, remplacé par une montée d'adrénaline pure et froide. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à déverrouiller mon téléphone. J'ai ouvert l'application de ma banque, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Et là, c'était l'horreur. Mon compte courant était intact. Mais ma carte de crédit. La ligne « Disponible » affichait un chiffre dérisoire. En dessous, une liste de transactions en attente. Une liste longue, précise, cauchemardesque. Acompte domaine de la Vigne d'Or, Beaujolais, 5 000 € acompte traiteur, Les Fins Gourmets, 4 500 € forfait photographe, Instant précieux, 2 800 € création florale, La Vie en rose, 1 500 € retouche robe de mariée atelier chic, 980 € location décoration et vaisselle, 467 €. La liste continuait. Le total ? Presque 15 000 €. Toutes les transactions avaient été effectuées entre 2 heures et 4 heures du matin. J'ai laissé tomber mon téléphone sur le lit. J'avais l'impression que je ne pouvais plus respirer. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était la violation. L'image de ma propre mère, se faufilant dans mon appartement au milieu de la nuit, mon sanctuaire, mon espace de sécurité. Je l'imaginais ouvrant le tiroir de mon bureau, celui où je gardais mes documents importants, où je pensais que ma carte était en sécurité. Je l'imaginais prenant la carte, notant les numéros, le cryptogramme au dos, avec un calme méthodique et criminel. Cette pensée m'a donné la nausée. Ce n'était plus un conflit familial. C'était un délit. Un cambriolage. Un vol. J'ai rappelé le service anti-fraude, la voix brisée. Un conseiller patient et professionnel m'a posé une série de questions. Avez-vous votre carte sur vous, madame ? Oui. Avez-vous partagé vos informations ? Non. Quelqu'un d'autre a-t-il accès à votre domicile ? Le mot est resté coincé dans ma gorge. Ma mère, elle a un double des clés. Il y a eu un court silence à l'autre bout du fil. Le conseiller a repris, son ton plus grave. Madame, je suis désolé, mais étant donné la situation, pour que la banque puisse contester ces transactions, il est impératif que vous déposiez une plainte à la police pour vol et utilisation frauduleuse de cartes de crédit. Déposer plainte. Contre ma propre mère. Les mots résonnaient dans ma tête. C'était la ligne rouge. Le point de non-retour. La fin de ce qui restait de notre famille. Mais qu'est-ce qu'il restait, au fond ? Une relation basée sur l'exploitation financière et la manipulation émotionnelle ? En raccrochant, j'étais assise sur le bord de mon lit, dans le silence de mon appartement violé, et je sentais les larmes de rage et de chagrin couler sur mes joues. Elles avaient gagné cette manche. Elles avaient pris ce qu'elles voulaient. Mais elles avaient fait une erreur monumentale. Elles avaient sous-estimé jusqu'où j'étais prête à aller pour me défendre. À ce stade de l'histoire, l'injustice est tellement flagrante. Je dois vous demander, si vous aviez été à ma place, à ce moment précis, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous appelé la police,
ou auriez-vous essayé de régler ça en famille, malgré la trahison? Dites-le moi dans les commentaires, votre opinion m'intéresse vraiment. Le reste de la matinée s'est déroulé dans un brouillard. J'ai appelé mon bureau pour dire que j'étais malade, une excuse qui n'était qu'à moitié un mensonge. J'étais malade de chagrin, de colère, de dégoût. J'errais dans mon appartement, me sentant comme une étrangère chez moi. Chaque objet semblait avoir été touché, observé. La confiance que j'avais en ma propre sécurité était brisée. Mon premier réflexe a été d'appeler mon meilleur ami, Félix. Il a décroché à la première sonnerie. En entendant ma voix, il a tout de suite compris. « Coralie? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Je lui ai tout raconté, les mots se bousculant dans un flot incontrôlable. La demande, le mensonge à Madame Jeannette, et maintenant, le vol. Il a écouté sans m'interrompre, un long silence à l'autre bout du fil. Quand j'ai terminé, sa voix était dure comme de l'acier. « C'est fini, Cora. Tu ne peux plus laisser passer ça. Ce ne sont pas des erreurs, c'est un mode de fonctionnement. Si tu ne mets pas un terme à ça maintenant, elles te dévoreront vivante. Tu dois porter plainte. » Ces mots ont fait écho à ceux du conseiller de la banque et à la résolution qui grandissait en moi. J'avais besoin d'une dernière confirmation. J'avais besoin de parler à la seule autre personne qui comprenait vraiment Martine, mon père. Mes parents ont divorcé quand j'avais 19 ans. Un divorce houleux, amer. Papa, Alain, avait refait sa vie à Bordeaux. Nous n'étions pas aussi proches que je l'aurais souhaité, la distance et les cicatrices du passé ayant créé un fossé, mais il y avait toujours un respect et une affection mutuelle. La raison principale de leur séparation? L'argent. Papa avait découvert que Martine avait des dettes cachées et qu'elle puisait dans leur compte commun depuis des années. J'ai composé son numéro, le cœur serré. Il a répondu immédiatement. « Coralie, ma puce. Tout va bien? » Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je lui ai tout déballé, l'histoire sordide dans ses moindres détails. Il n'a pas semblé surpris, juste infiniment triste. « Je suis tellement désolé, Coralie, » a-t-il dit, sa voix remplie de regrets. « Je suis désolé de ne pas avoir été là pour te protéger de ça. Je suis parti pour me sauver, mais je t'ai laissé derrière moi. Ce n'est pas ta faute, papa. » Si, ça l'est un peu. J'aurais dû être plus combatif. Mais ton grand-père, lui, il avait tout vu. Il savait de quoi ta mère était capable. Il a fait une pause. Tu te souviens de ce qu'il te disait toujours? Sur la protection? Mon souffle s'est coupé. La conversation avec Papy Auguste sur les échecs, ses paroles sur la reine. Oui, je m'en souviens. Eh bien, ce n'était pas juste une métaphore. Avant de mourir, ton grand-père a mis en place un trust, une fiducie. Il y a placé une part importante de son héritage pour ses enfants et petits-enfants. Pour toi, pour Manon, pour ta mère. Mais il a ajouté une clause très spécifique. Il l'appelait sa « clause de protection familiale ». J'écoutais, fasciné. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle stipule que si un bénéficiaire est reconnu coupable par un tribunal de fraude, de vol ou de tout autre crime financier commis à l'encontre d'un autre membre de la famille bénéficiaire, alors ce bénéficiaire perdra automatiquement l'intégralité de sa part. La totalité. Et cette part sera redistribuée entre les autres bénéficiaires. J'étais sans voix. Un Faocucine, lancé depuis l'au-delà. Mon grand-père, mon protecteur, même après sa mort. Combien? Ai-je murmuré. Pour ta mère, sa part est de 180 000 euros. Pour Manon, 45 000 euros. Un total de 225 000 euros. C'était une somme qui pouvait changer une vie. Une somme qu'elle perdrait si je portais plainte et qu'elles étaient reconnues coupables. Papa? C'est une bombe atomique. Je sais, a-t-il répondu doucement. Il ne voulait pas que ça arrive. Mais il voulait que tu aies une arme si jamais le pire se produisait. C'est à toi de décider si tu veux l'utiliser. J'ai raccroché, le cerveau en ébullition. Ce n'était plus seulement une question de 15 000 euros. C'était une question de justice, d'héritage, et de respect pour la dernière volonté de l'homme que j'admirais le plus au monde.
Mon père m'a envoyé les documents par courrier express. En les tenant dans mes mains, je savais que j'avais le pouvoir de détruire leur avenir financier. La question était, aurais-je le courage de l'utiliser? La décision était prise. Le lundi matin, armé d'un dossier contenant mes relevés bancaires, les captures d'écran des transactions et une chronologie détaillée des événements, je me suis rendu au commissariat de mon arrondissement. J'étais terrifié, mais une détermination froide avait remplacé la peur. J'ai été reçu par une femme d'une quarantaine d'années, l'inspectrice Delphine Girard. Elle avait un regard direct et une attitude professionnelle qui m'ont immédiatement mise en confiance. Au début, j'ai vu le scepticisme dans ses yeux quand j'ai prononcé les mots « ma mère » et « ma sœur ». Les drames familiaux étaient son pain quotidien, souvent des malentendus amplifiés par l'émotion. Mais quand j'ai exposé les faits, un par un, avec les preuves à l'appui, son expression a changé. Le point de bascule a été lorsque je lui ai parlé du double des clés et que j'ai officiellement demandé une réquisition pour obtenir les images de la caméra de surveillance de mon immeuble. Si votre mère apparaît sur ces images, entrant chez vous au milieu de la nuit, nous aurons un dossier très solide, mademoiselle, m'a-t-elle dit, sont-on devenus sérieux? Êtes-vous prête à aller jusqu'au bout? J'ai hoché la tête. Oui, inspectrice. Je le suis. Je suis sortie du commissariat avec un sentiment étrange de soulagement, comme si un poids venait d'être retiré de mes épaules. Mais je n'avais aucune idée de la riposte qui se préparait. La guerre n'allait pas se jouer dans les couloirs du palais de justice, du moins pas encore. Elle a commencé là où toutes les guerres modernes commencent, sur les réseaux sociaux. Le soir même, mon téléphone a commencé à vibrer. C'était une notification Facebook. Manon m'avait identifié dans une publication. Curieuse et méfiante, j'ai ouvert l'application. C'était une longue tirade, un chef-d'œuvre de manipulation victimaire. Sans me nommer directement, elle parlait d'une personne proche, qui était rongée par la jalousie, et qui essayait de saboter son bonheur. Elle parlait de problèmes de santé mentale et de besoins maladifs d'attention. Le texte était accompagné d'une photo d'elle et de Bastien, souriant et amoureux, avec la légende « Notre amour est plus fort que toute la négativité du monde ». #futurs mariés, #amour vrai, #famille compliquée. Les commentaires de soutien ont afflué. Courage Manon. Ne laisse personne gâcher ton moment. On est avec toi. C'était diabolique. Elle me peignait comme une folle instable et jalouse, préparant le terrain pour le moment où la vérité éclaterait. Si l'histoire de la plainte devenait publique, ses amis penseraient que c'était juste une nouvelle manifestation de ma folie. Mais le pire était à venir. Le lendemain, elle a publié une autre photo. Une photo de moi. Une vieille photo prise lors des funérailles de notre grand-père, Papy Auguste. Sur le cliché, je suis dévastée, le visage ravagé par le chagrin, en train de pleurer. La légende disait, certains savent transformer chaque événement, même le plus triste, en un spectacle pour attirer l'attention. Le drame est une seconde nature pour eux. Triste. J'ai cru que j'allais vomir. Utiliser mon deuil, le moment le plus vulnérable de ma vie, comme une arme contre moi. C'était d'une cruauté que je n'aurais jamais cru possible, même de sa part. Les messages privés ont commencé à arriver. Des oncles, des tantes, des cousins. Coralie, qu'est-ce qui se passe? Ta sœur est si malheureuse. Tu devrais avoir honte de lui faire ça. C'est une histoire de famille, ça se règle en privé. Personne n'a cherché à connaître ma version. Personne. Ils avaient tous choisi leur camp, celui de la princesse fragile contre la sœur aînée, froide et supposément méchante. J'étais seule. Complètement seule, isolée par une campagne de dénigrement orchestrée par ma propre famille. Alors que je lisais les commentaires haineux sous les publications de ma propre sœur, j'ai réalisé qu'elle ne voulait pas seulement mon argent. Elle voulait détruire ma réputation. Et c'est là qu'elles ont franchi une ligne que je ne pardonnerai jamais. Pendant près d'une semaine, j'ai vécu en état de siège. J'ai désactivé mes notifications, bloqué les numéros de certains membres de ma famille et me suis réfugiée dans le travail comme dans une forteresse. Chaque jour était une épreuve, une lutte pour ne pas sombrer dans le désespoir face à cette marée de mensonges. L'inspectrice Girard m'a appelé pour me dire qu'ils avaient obtenu les images de la vidéosurveillance. Elles étaient claires,
On y voyait ma mère entrer dans l'immeuble à 1h47 du matin et en ressortir 40 minutes plus tard. Le dossier avançait. C'était ma seule lueur d'espoir. Le jeudi soir, une semaine exactement après le vol, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Allô, Coralie ? Sébastien. La voix du fiancé de ma sœur était tendue, presque méconnaissable. Il faut qu'on se voie. S'il te plaît. C'est important. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit café discret, loin de nos quartiers habituels. Quand il est arrivé, j'ai eu un choc. L'homme souriant et confiant que j'avais aperçu sur les photos de Manon avait disparu. À sa place se tenait un homme au visage défait, les yeux cernés, qui semblait avoir vieilli de 10 ans. Il s'est assis en face de moi, a commandé un café qu'il n'a pas touché. Je suis désolé, Coralie, a-t-il commencé, la voix rauque. Je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée. Aucune idée de quoi, Bastien? Il a passé une main tremblante sur son visage. De tout. De l'argent. Du vol. De qui elle est vraiment. Il a relevé la tête, son regard plein d'une douleur sincère. Les policiers sont venus à l'appartement aujourd'hui. Ils ont interrogé Manon. J'étais là. J'ai tout entendu. Les questions sur ta carte de crédit, sur l'argent du mariage. Au début, elle a nié, elle a joué la victime, comme d'habitude. Il a secoué la tête, comme pour chasser une mauvaise image. Mais ils avaient des preuves. Ils ont parlé de la vidéosurveillance. Le ton a changé. Après leur départ, je l'ai confronté. Je lui ai demandé de me dire la vérité, la vraie vérité, une seule fois. Et, elle s'est effondrée. Elle m'a tout avoué. J'écoutais, le cœur battant. Ce que tu ne sais pas, a continué Bastien, c'est que ce n'était pas seulement l'idée de ta mère. Manon était le cerveau. Ta mère voulait simplement te demander encore et encore, te harceler jusqu'à ce que tu cèdes. C'est Manon qui a dit que ça ne marcherait pas. C'est elle qui a suggéré de prendre l'argent directement. Mon souffle s'est coupé. Manon. Ma petite sœur. Lors de sa dernière visite chez toi, il y a un mois, elle n'était pas là pour te voir. Ta mère lui avait demandé de faire du repérage. De trouver où tu gardais tes cartes, tes documents. C'est Manon qui lui a dit que tu laissais toujours ta carte de crédit dans le tiroir supérieur de ton bureau. C'est elle qui a dit qu'il fallait le faire la nuit, quand tu serais profondément endormi. Chaque mot était un coup de poignard. Ce n'était pas une bénéficiaire passive. Elle était une complice active. Une conspiratrice. Pourquoi tu me dis tout ça, Bastien? Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu de la colère dans ses yeux fatigués. Parce que ce matin, j'ai annulé le mariage. J'ai annulé le traiteur, le photographe, le domaine. J'ai tout annulé. Je ne peux pas épouser une femme capable de faire ça à sa propre sœur. Je ne peux pas construire ma vie sur un mensonge et un crime. Il a sorti son téléphone. Je veux que tu vois ça. Quand elle a compris que j'étais sérieux, elle a paniqué. Elle a essayé de tout mettre sur le dos de ta mère. Mais j'avais déjà des doutes. J'ai regardé dans son ordinateur. J'ai trouvé leur conversation. Il m'a montré l'écran. C'étaient des dizaines de captures d'écran de messages entre Manon et Martine. Des plans détaillés. Des discussions sur la meilleure façon de procéder. Et puis, un message de Manon qui m'a glacé le sang, « T'inquiète pas maman, elle fera rien. Coralie, elle est trop molle. Elle va pleurer un bon coup et puis elle va laisser tomber. Elle l'a toujours fait. Trop molle. » Bastien a relevé la tête. Elle t'a envoyé toutes ces captures d'écran par email il y a 10 minutes. J'ai pensé que l'inspectrice Girard serait intéressée. Il m'a transféré des dizaines de captures d'écran. En lisant leurs messages, leurs complots, leurs moqueries sur ma naïveté, mon cœur s'est glacé. Ce n'était pas une erreur de jugement. C'était une conspiration. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Je suis rentré chez moi ce soir-là dans un état second.
Les révélations de Bastien tournaient en boucle dans ma tête. Trop molle. Cette phrase, écrite par ma propre sœur, était devenue une marque au fer rouge dans mon esprit. Toute ma vie, j'avais confondu la gentillesse avec la faiblesse. J'avais cru qu'en absorbant les coups, en pardonnant sans cesse, je maintenais une forme de paix familiale. En réalité, je n'avais fait qu'encourager leur comportement toxique. J'avais été leur paillasson. Sans plus attendre, j'ai transféré l'email de Bastien, avec toutes les captures d'écran, à l'inspectrice Girard, avec en objet, preuve supplémentaire complicité de fraude. La réponse n'a pas tardé. Le lendemain matin, l'inspectrice m'a appelé. Son ton avait changé. Il n'était plus seulement professionnel, il était chargé d'une sorte d'indignation contenue. Mademoiselle, ce que vous m'avez envoyé change tout. Nous n'avons plus affaire à un simple vol, mais à un complot prémédité. Avec ces preuves, nous pouvons inculper votre sœur pour complicité active. Elle risque les mêmes peines que votre mère. Elle a fait une pause. Je dois vous le demander à nouveau. Êtes-vous absolument certaine de vouloir aller jusqu'au bout? J'ai fermé les yeux, et l'image de Manon, souriante et innocente, s'est superposée à celle de ces mots cruels sur l'écran. La petite fille à qui j'apprenais à faire du vélo, la jeune femme qui complotait pour me voler. Les deux images ne pouvaient plus coexister. Oui, inspectrice. Ma voix était ferme. Je suis certaine. La machine judiciaire s'est alors emballée. Le mardi après-midi, 2 jours plus tard, Manon a été convoquée au commissariat et placée en garde à vue. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans la famille. Mon téléphone, qui s'était calmé, a de nouveau explosé. Mais cette fois, les messages n'étaient plus accusateurs. Ils étaient paniqués. Ma tante, mon oncle, tous ceux qui m'avaient sermonné, m'appelaient maintenant, me suppliant d'arrêter cette folie. Et puis, l'appel que j'attendais est arrivé. L'avocat de ma mère. Un certain maître Dubois, un nom qui sonnait cher et arrogant. Son ton, la première fois que nous nous étions parlé au téléphone la semaine précédente, avait été condescendant. Il m'avait traité comme une enfant capricieuse. Aujourd'hui, c'était un homme différent. Mademoiselle, a-t-il commencé, sans préambule, sa voix suintant une urgence mal déguisée. Compte tenu des récents développements, ma cliente, Madame Martine, souhaite vous faire une nouvelle proposition. Un règlement à l'amiable. J'ai souri, un sourire sans joie. Je vous écoute, maître. Ma cliente est prête à vous rembourser immédiatement et intégralement les 15 000 €. De plus, elle s'engage à couvrir l'intégralité de vos frais de justice, quels qu'ils soient. En échange, bien sûr, vous retirez votre plainte contre elle et contre votre sœur. C'était leur dernière carte. La capitulation. Ils me jetaient de l'argent pour que j'arrête le TGV que j'avais mis en marche. Non, ai-je répondu simplement. Il y a eu un silence stupéfait. Pardon? Mademoiselle, je ne pense pas que vous réalisiez la gravité de la situation. Oh, si, maître, l'ai-je interrompu. Je la réalise parfaitement. Votre cliente et sa fille risquent une peine de prison. Elles risquent un casier judiciaire qui les suivra toute leur vie. Elles risquent de tout perdre. Et tout ça parce qu'elles pensaient que j'étais trop molle. Alors non. Ma réponse est non. Il n'y aura pas de règlement. Il y aura la justice. Mais vous êtes en train de détruire votre propre famille, a-t-il crié, perdant son sang-froid. Maître, ai-je dit, ma voix calme et tranchante comme du verre. Vous ne pouvez pas détruire quelque chose qui est déjà en ruine. Vous ne faites que regarder les murs s'effondrer. J'ai raccroché. Et cette nuit-là, pour la première fois, j'ai douté. En regardant de vieilles photos, une de Manon et moi gamine, construisant un château de sable, je me suis demandé, suis-je en train de faire ce qui est juste, ou suis-je en train de devenir aussi impitoyable qu'elle? Le visage souriant de la petite fille sur la photo me hantait. L'avocat de ma mère m'a dit que je faisais une grave erreur. Mais la seule erreur avait été la leur, en me sous-estimant. Les semaines qui ont précédé l'audience ont été un tourbillon de procédures juridiques et de silence familial. Le front uni de mes proches s'était fissuré. Certains, face à la gravité des accusations et aux preuves qui commençaient à fuiter, se sont tus. D'autres, les plus loyaux à ma mère,
ont continué leur campagne de pression, mais leurs appels étaient devenus plus suppliants que menaçants. Ma mère et Manon, face à un dossier d'accusation écrasant la vidéosurveillance, les relevés bancaires, et surtout, les messages accablants fournis par Bastien n'avaient plus d'autre choix. Leur avocat leur a conseillé d'accepter une procédure de plaider coupable. C'était leur seule chance d'éviter la prison ferme. En échange de leur aveu de culpabilité, le procureur proposerait une peine aménagée, une mise à l'épreuve, des travaux d'intérêt général, et bien sûr, le remboursement intégral de la somme volée. L'inspectrice Girard m'a informé que ma présence à l'audience n'était pas obligatoire. Mais je savais que je devais y aller. Pas par vengeance. Pas pour savourer leur humiliation. Mais pour moi. Pour fermer ce chapitre de ma vie, pour voir de mes propres yeux la fin de l'histoire. Pour que la petite fille en moi qui avait toujours eu peur d'elle voie que la vérité pouvait, parfois, l'emporter. Le jour de l'audience, la salle du tribunal correctionnel était petite et impersonnelle. L'air était lourd, chargé des drames anonymes qui s'y jouaient chaque jour. Je me suis assise au dernier rang, une silhouette discrète dans la pénombre, le cœur battant la chamade. Puis elles sont entrées, accompagnées de leur avocat. Ma mère, Martine, avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans. Son assurance habituelle avait disparu, remplacée par une fragilité tremblante. Elle portait un tailleur sombre et austère, comme si elle se rendait à un enterrement le sien, peut-être. Manon était méconnaissable. Le visage bouffi par les pleurs, les yeux rouges, elle fixait le sol, une version pathétique de la princesse qu'elle avait toujours été. Elles se sont assises au premier rang, deux épaves échouées sur les rives de la justice. L'affaire a été appelée. Le ministère public contre Martine et Manon. Elles se sont levées, chancelantes. Le greffier a lu les chefs d'accusation d'une voix monocorde, vol, escroquerie, utilisation frauduleuse de moyens de paiement, et pour Manon, complicité de ces mêmes faits. Chaque mot était un clou planté dans le cercueil de leur ancienne vie. La juge, une femme d'une 60aine d'années au regard sévère, les a dévisagés par-dessus ses lunettes. Comment plaidez-vous ? Leur avocat s'est levé. Coupable, madame la juge. Mes clientes souhaitent plaider coupable. La juge a hoché la tête, puis s'est adressée directement à ma mère. Madame, levez les yeux et regardez-moi. En plaidant coupable, vous reconnaissez avoir commis ces faits. Expliquez à la cour, avec vos propres mots, ce que vous avez fait. Le silence dans la salle était total. Ma mère a pris une inspiration tremblante, sa voix à peine un murmure. Je suis entrée dans l'appartement de ma fille, Coralie, sans sa permission. J'ai pris sa carte de crédit. Et je l'ai utilisée pour payer des acomptes pour le mariage de mon autre fille, Manon. Saviez-vous que vous n'aviez pas le droit de le faire, a demandé la juge. Oui, a-t-elle admis, le mot s'étranglant dans sa gorge. Puis, la juge s'est tournée vers Manon. Et vous, mademoiselle ? Quel a été votre rôle ? Manon a éclaté en sanglots silencieux, incapable de parler. Son avocat a dû répondre pour elle, confirmant qu'elle avait aidé à planifier le vol, qu'elle avait fourni les informations nécessaires et qu'elle savait pertinemment que l'argent était volé. En les écoutant avouer, en les voyant si diminués, si pathétiques, je ne ressentais aucune joie, aucune jubilation. Juste une profonde et immense tristesse. La tristesse de ce gâchis. La tristesse de la famille que nous aurions pu être. La tristesse pour la petite fille en moi qui avait toujours espéré, contre toute logique, que sa mère l'aimerait un jour pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle pouvait donner. Le verdict est tombé, conforme à l'accord, 3 ans de mise à l'épreuve, 200 heures de travaux d'intérêt général chacune, et l'obligation formelle de me rembourser les 15 000 € sous 30 jours, sous peine de révocation de la mise à l'épreuve et d'incarcération. En sortant du tribunal, ma mère m'a aperçue. Dans son regard, il n'y avait pas de haine, seulement une défaite totale. J'ai démarré ma voiture, mais je savais que le dernier acte de cette tragédie n'avait pas encore été joué. Le jugement du tribunal n'était que la partie visible de l'iceberg. La vraie sentence, celle que Papy Auguste avait préparée des années auparavant, était encore à venir. Dès le lendemain de l'audience, j'ai contacté mon père, puis l'avocat en charge de la fiducie familiale. Je lui ai transmis une copie certifiée conforme du jugement de culpabilité. La machine était lancée.
La clause de protection familiale allait être activée. Pendant ce temps, ma mère et Manon étaient entrées dans une nouvelle phase de leur drame, la panique financière. L'obligation de me rembourser 15 000 € en 30 jours était une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Elles n'avaient pas cet argent. Leur carte de crédit était déjà au maximum, et maintenant, avec un casier judiciaire, obtenir un prêt bancaire était devenu mission impossible. Les appels ont recommencé. C'était d'abord Manon, en larmes. « Coralie, s'il te plaît. On ne trouve pas l'argent. Personne ne veut nous prêter. Tu ne peux pas nous accorder un délai? On te paiera en plusieurs fois, je te le jure. Je trouverai un travail. » Puis ma mère, sa voix mêlant supplication et reproche. « Tu vois ce que tu as fait? Tu nous as ruinés. Nous allons devoir vendre des meubles, des bijoux. C'est ça que tu voulais? Nous voir à la rue? » Leur monde de faux-semblants et de dépenses faciles s'effondrait, et elles étaient incapables de faire face à la réalité. J'ai décidé d'aller les voir une dernière fois. Pas par pitié, mais pour clore le débat, pour leur signifier en personne que les règles du jeu avaient changé pour de bon. Je suis arrivée chez ma mère. La maison où j'avais grandi me semblait étrangère. À l'intérieur, l'atmosphère était pesante. Des papiers de banque étaient étalés sur la table de la salle à manger, témoignage de leur désarroi financier. Elles m'ont fait face, deux accusées devant leur juge. « Nous ne pouvons pas payer », a dit Martine, d'une voix plate. « Pas en 30 jours. »« C'est le problème du tribunal, pas le mien », ai-je répondu froidement. « Vous avez 30 jours. C'est la condition de votre liberté. »« Comment peux-tu être si sans cœur ?» a pleuré Manon. « Nous sommes ta famille. » Je me suis approchée de la table, j'ai posé mes mains à plat dessus et je les ai regardées, l'une après l'autre. « La famille ? Parlons-en. La famille ne complote pas pour voler l'un des siens. La famille ne monte pas une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux. La famille ne transforme pas un de ses membres en distributeur automatique de billets. » J'ai fait une pause, laissant le poids de mes mots s'installer. Ce que vous appelez « famille » était un système abusif dont j'étais la seule à payer le prix. Ce système est terminé. Vous allez devoir apprendre à vivre comme tout le monde. En travaillant. En payant vos factures. En étant responsable de vos actes. Elles me regardaient, abasourdies, comme si je leur parlais dans une langue étrangère. Et ce n'est pas tout, ai-je continué, ma voix basse et calme. C'était le moment du coup de grâce. Il y a autre chose. Il y a le trust de Papy Auguste. Le visage de ma mère a blêmi. Elle savait. Le jugement de culpabilité a activé la clause de déchéance. L'avocat a déjà entamé la procédure. Vous allez perdre l'intégralité de vos parts. Pour toi, maman, c'est 180 000 €. Et pour toi, Manon, 45 000 €. Cet argent sera redistribué aux autres bénéficiaires. C'est-à-dire, principalement, à moi. Le silence qui a suivi était total, absolu. On aurait pu entendre une mouche voler. Puis, Manon a laissé échapper un cri, un son étranglé de pure incrédulité et de rage. « Tu ne peux pas faire ça. C'est mon héritage. C'est notre argent », a-t-elle hurlé, le visage déformé par la fureur. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans ciller. Et j'ai prononcé les mots que mon grand-père aurait voulu que je dise. « Ce n'est pas moi qui vous le prends. Ce sont vos propres actions. Papy Auguste vous connaissait mieux que personne. Il savait que votre avidité finirait par vous perdre. Il n'a pas créé une punition. Il a créé une conséquence. Et aujourd'hui, vous faites face à cette conséquence. Bienvenue dans le monde réel. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon héritage, a hurlé Manon. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu, ce n'est pas moi qui vous le prends. Ce sont vos propres actions. Je suis partie de la maison de ma mère ce jour-là en sachant que c'était la dernière fois que je franchissais cette porte en tant que fille obéissante. J'y avais laissé derrière moi des années de ressentiment, de frustration et de tristesse. En fermant la porte, j'ai eu l'impression de fermer un livre que je n'aurais jamais dû être forcée de lire. Contre toute attente, elles ont réussi à réunir les 15 000 €.
J'ai appris plus tard par mon père qu'elles avaient dû vendre la voiture de Manon et une partie des bijoux de ma mère, cela même qu'elle chérissait tant. L'argent est arrivé sur mon compte le 29e jour, juste avant la date butoir. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, juste le soulagement de récupérer ce qui m'était dû. 2 mois plus tard, la procédure de la fiducie a été finalisée. Ma part de l'héritage redistribué est arrivée, une somme conséquente qui a atterri sur mon compte en banque. Je l'ai regardé, non pas comme un gain, mais comme une responsabilité. C'était l'héritage de mon grand-père, son dernier acte de protection. Je n'y ai pas touché. Je l'ai placé, l'ai investi, le considérant comme les fondations de mon propre avenir, un avenir que je construirais selon mes propres règles. La vie a repris son cours, mais elle était différente. Plus légère. Je n'avais plus le poids de leurs attentes et de leurs crises sur mes épaules. Le silence de mon téléphone était devenu une source de paix, pas d'angoisse. J'ai commencé à faire des choses pour moi. Des petites choses. Je me suis inscrite à un cours de poterie le samedi matin, un plaisir simple et créatif. J'ai planifié un voyage en Italie, un rêve que j'avais toujours repoussé faute de temps et d'argent. J'apprenais à être la protagoniste de ma propre vie, et non plus un personnage secondaire dans le drame des autres. Ma mère m'envoie parfois des messages. Des nouvelles sur sa thérapie, ordonnée par le tribunal. Des excuses maladroites qui, au fil du temps, commencent à sonner un peu plus sincères. Je réponds poliment, brièvement. Un pont a été détruit, et le reconstruire prendra des années, si tant est que ce soit possible. Je n'ai plus de nouvelles de Manon. J'ai entendu dire qu'elle travaillait dans un centre d'appel et qu'elle vivait dans un petit studio. Elle apprend la vie, la vraie. Peut-être qu'un jour, cette expérience lui apportera l'humilité qui lui a toujours manqué. Cette épreuve m'a appris une leçon fondamentale. La famille n'est pas toujours une question de sang. C'est une question de respect, de confiance et de soutien mutuel. Et lorsque ces éléments disparaissent, le mot « famille » n'est plus qu'une coquille vide. J'ai appris que poser des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de survie. C'est le plus grand cadeau que l'on puisse se faire. Protéger sa paix intérieure est un droit, pas un privilège. Cette histoire, c'est la mienne. Elle a été douloureuse, mais elle m'a rendue plus forte. Elle m'a libérée. Et maintenant, j'aimerais entendre la vôtre. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour vous protéger d'une relation toxique, qu'elle soit familiale, amicale ou amoureuse? Avez-vous dû poser des limites pour préserver votre santé mentale? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vos histoires comptent, elles peuvent aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Lisons-nous, soutenons-nous. Si mon histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, cela aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous.